Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Sans Tabou, l'émission qui n'en a pas. Le principe est simple, un dialogue honnête, sans bullshit, sans social washing et sans giboulée de printemps qui empêche de profiter des terrasses. Nous allons donc passer un petit moment au soleil ensemble. Le but de ces rencontres est aussi compliqué qu'indispensable, réfléchir aux grands défis de nos sociétés et aux moyens concrets pour faire advenir un futur plus souhaitable. À l'initiative de ce rendez-vous, le président de Microsoft France, Carlo Porasanta, qui partagera sa vision de patron du numérique. Bonjour Carlo. Bonjour. Et à chaque fois, un ou une experte du sujet que nous traiterons évidemment sans tabou. Et le contexte de cette émission aujourd'hui est un tout petit peu particulier puisqu'elle a lieu à l'occasion de la Digital Skills Week, le forum des compétences numériques et de l'emploi organisé par Microsoft du 31 mai au 4 juin. Mais avant de parler strictement d'employabilité et de maîtrise des nouvelles technologies, je voudrais que nous replongions ensemble quelques mois en arrière, quand nous avons tous compris qu'enseigner était un métier aussi exigeant que difficile. Vous vous souvenez de ces heures passées à essayer de faire comprendre l'accord du participe passé, du verbe être ou avoir, ou d'aider vos enfants à apprendre la table de 7. Alors maintenant, essayez d'imaginer cette même période, mais sans les outils numériques. Je crois que vous n'y arrivez pas. Et moi non plus, je ne vois pas. Pourtant, je suis également enseignant et j'ai fait mes études à une époque où on consultait encore des encyclopédies en papier. Alors si vous n'imaginez pas vos vies professionnelles et personnelles sans les outils numériques, la place de ceux-ci dans notre système éducatif fait encore débat. On évoque les dangers des écrans, on interroge les rapports entre les enseignants et les élèves et on débat d'un usage de nouvelles technologies qui viendrait peut-être renforcer des inégalités déjà existantes. Car si le numérique promet une éducation plus individualisée, plus épanouissante et plus égalitaire, encore faut-il que tout le monde y ait accès. Le sujet est donc économique, politique et pédagogique. Et c'est pour prendre en compte toutes ces dimensions et soutenir l'innovation éducative que notre invité a cofondé le Centre de recherche interdisciplinaire, le CRI, en 2000. Depuis, il défend et développe inlassablement des nouvelles manières d'apprendre et d'enseigner. Il est polytechnicien, docteur en génétique et directeur de recherche à l'INSERM. C'est un peu en fait le prof de sciences qu'on aurait tous voulu avoir. Notre invité ce matin, c'est François Tadei. Bonjour François. Bonjour. Alors, les deux sont là pour répondre à toutes vos questions, sans filtre ni modération. Vous pouviez les poser en amont du débat sur le site d'Ouzbek Erika ou sur LinkedIn, et vous pouvez le faire aussi, même maintenant, sur la page de l'événement. Alors, je ne veux pas avoir l'air d'un prof un peu taquin ou angoissant, mais nous allons commencer ce matin par une interro. C'est la première séquence de notre émission, c'est le Fake News Quiz. Et le principe est assez simple, je vais vous donner des informations et vous allez devoir me dire si vous pensez qu'il s'agit de la réalité ou de fake news. On commence tout de suite par la première information. En Chine, un enfant de 9 ans donne des cours de programmation informatique en ligne. À votre avis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? François? Vrai. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, il est déjà suivi par plus de 80 000 personnes sur Bilibili, qui est l'équivalent chinois de YouTube. Il s'appelle Vita Zhao, c'est un jeune chinois de 9 ans originaire de Shanghai et il propose des tutoriels de programmation. Et si évidemment il y a certains de son public qui sont un peu âgés, son public est surtout majoritairement composé d'enfants. Il faut savoir qu'en 2017, Pékin a lancé un grand plan de développement de l'intelligence artificielle qui prévoit d'instituer des cours de programmation dès le primaire et le secondaire. Je ne sais pas si nous en sommes déjà là, nous en discuterons dans un instant, mais déjà, il est l'heure de passer à une deuxième information. Est-elle vraie, est-elle fausse? En Finlande, le futur était enseigné comme matière à l'école dans les années 90. Vrai ou faux? François? Vraisemblable, mais peut-être faux. Vraisemblable, mais peut-être faux. Je vais prendre ça comme un faux, d'accord? Carlo? C'est une très bonne idée, donc j'espère que ce soit vrai. Eh bien, c'est tellement vraisemblable que c'était vrai.
le futur avait temporairement fait l'objet d'un enseignement à l'école pour tous les enfants âgés de 6 ans. C'est évidemment quelque chose qui parle au magazine, qui explore le futur. Il faut aussi savoir que depuis 2016, la Finlande a d'ailleurs renforcé l'enseignement qu'on appelle basé sur les phénomènes, qui vise à décloisonner et regrouper les savoirs issus des différentes matières sur un thème précis. Cela permet au fond une compréhension plus multidimensionnelle de sujets comme la mondialisation, l'Europe ou le changement climatique. Alors ces deux exemples montrent bien que l'éducation n'est pas monolithique, qu'il y a des mouvements et d'autres modèles qui sont possibles, mais s'il est facile de s'accrocher à quelques cas isolés comme un codeur chinois ou un exemple en Finlande des années 90, la vraie question n'est donc plus de savoir si une autre éducation est possible, elle l'est. La question, c'est de savoir si on peut rendre cette éducation transformatrice accessible à tous. Et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de répondre directement à la question du jour. C'est le moment de se parler les yeux dans les yeux. Le principe est simple. Vous avez chacun 2 minutes pour répondre le plus honnêtement possible à la question qui nous réunit ce matin. Pas d'interruption. Toute votre conviction, peut-être une opposition. Nous allons commencer avec notre invité. François, le numérique peut-il accomplir la promesse d'une école pour tous? Je pense que le numérique a montré qu'il pouvait contribuer à cette école pour tous, mais en même temps, ça suppose un certain nombre de conditions. Typiquement, tous ceux qui n'étaient pas connectés n'ont pas pu en bénéficier. Tous ceux qui n'avaient pas des enseignants qui avaient été préparés à cette importante étape ont eu beaucoup de mal à faire face. Les enseignants eux-mêmes ont eu du mal à faire face. Certains n'avaient pas nécessairement la connexion ou la formation. Et je pense que c'est vrai aussi des familles. Donc je pense que c'est possible, mais ça suppose un certain nombre de conditions qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas remplies. Ce qui est vrai, c'est que la pandémie nous a mis dans une situation dans laquelle on voit bien qu'on ne peut pas ne pas investir sur ces sujets. Et en même temps, on ne peut pas tout en attendre. Parce qu'il suffit d'avoir été étudiant et d'avoir vu ses cours remplacés par des cours en ligne pendant plus d'1 an maintenant, et pour être convaincu de la limite des outils numériques. Donc je pense que c'est à la fois une avancée indispensable et en même temps certainement pas une panacée, et en particulier pas dans n'importe quelle condition. Et donc il est absolument indispensable d'investir non seulement dans les infrastructures, mais aussi dans les pédagogies, dans la recherche sur ces sujets, dans le développement d'outils open source et ouverts qui seront accessibles à tous et que chacun pourra adapter à ses besoins. Merci beaucoup. Carlo, c'est à vous. Le numérique peut-il accomplir la promesse d'une école pour tous? Alors moi je dirais, les outils numériques, si bien utilisés, peuvent être des éléments essentiels pour la démocratisation, l'accessibilité, l'inclusion par rapport à l'éducation. Les outils numériques, si bien utilisés, ils peuvent être un élément de créativité, de construction d'équipe, de motivation. Les outils numériques, si bien utilisés, ils peuvent permettre aux jeunes et aux moins jeunes de continuer à construire cette curiosité dont nous avons tous besoin pour rester vivants toute la vie, pour apprendre continuellement pendant un parcours et donc à être accompagné par l'éducation, pas seulement à l'école, mais pendant toute sa vie jusqu'à la fin. Bien sûr, j'ai dit 3 fois ou 4 fois, si bien utilisé. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut faire un effort, pas seulement en France, mais dans toutes les nations, pour que les outils numériques soient bien utilisés, y compris dans le système national d'éducation. Le monde va très vite, l'innovation va très vite. Les enfants qui rentrent à l'école aujourd'hui, ils vont sortir dans une vingtaine d'années et les jobs, les boulots qu'ils vont avoir à disposition pour 2/3, on dit, sont des boulots qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc nous devons faire l'effort d'utiliser le numérique comme un outil pour permettre à la pédagogie pour tous les enfants, pour tous les jeunes, de leur permettre d'avancer dans un monde qu'ils ne connaissent pas encore et que nous ne connaissons pas encore. Donc il y a une transformation nécessaire. Je dirais que ce n'est pas seulement souhaitable d'avoir le numérique utilisé dans la pédagogie à l'école, mais c'est indispensable. Ce qu'on entend dans vos 2 interventions, c'est effectivement ce si-là, c'est-à-dire tout est une question de conditions. Je vous propose maintenant, dans le débat qui va être le nôtre, d'explorer peut-être
ces conditions dont vous parliez à l'instant, Monsieur Tadei. La première, c'est évidemment l'égalité d'accès. On entend là évidemment l'égalité de technologie et d'infrastructure. Est-ce qu'il faudrait attendre que tous les élèves aient accès à tous ces moyens de technologie avant de les employer, au risque peut-être, si on ne le fait pas, d'avoir des écoles à deux vitesses? Et Monsieur Tadei, vous qui prenez beaucoup l'usage de nouvelles pédagogies, de nouveaux moyens d'éducation, est-ce qu'il faut distribuer ou donner une tablette à chaque élève, ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça? C'est plus compliqué que ça. Il y a un certain nombre de départements, par exemple, dans lesquels des plans de ce type ont été déployés. Ça n'a pas donné les résultats qu'on pouvait espérer. Pourquoi? Essentiellement parce qu'il faut penser l'ensemble de l'écosystème. Si vous pensez uniquement accessibilité, sans avoir pensé la manière de préparer les élèves, les parents, les enseignants, les établissements et l'ensemble de l'écosystème, vous ne pouvez pas réussir à faire en sorte que chacun puisse vraiment en bénéficier. Si les tablettes prennent la poussière, typiquement, elles ne servent à rien. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à monter en compétence l'ensemble de l'écosystème, et ça, c'est pas si facile que ça. Mais je pense que investir beaucoup plus que ça n'est fait aujourd'hui sur la formation initiale et la formation continue des enseignants, et y compris leur donner la possibilité de choisir les formations qui sont les plus adaptées à leurs besoins. C'est-à-dire que si on utilisait massivement le numérique pour permettre aux enseignants de monter en compétences, alors ils seraient beaucoup plus intéressés par utiliser ce même numérique avec leurs propres élèves, parce qu'ils seraient beaucoup plus à l'aise. Aujourd'hui, il est fréquent que les jeunes en sachent plus sur le numérique que leurs enseignants. D'ailleurs, ça serait bien vu dans la crise. Pendant la crise, certains élèves ont dit à leurs enseignants, mais pourquoi on n'utiliserait pas tel outil puisqu'il fonctionne et que nous, on sait les faire fonctionner? Et les enseignants qui sont montés en compétences grâce à leurs collègues, des fois grâce à l'institution, mais très souvent grâce à leurs élèves. Et donc on voit bien qu'il y a besoin de co-designer aussi de nouveaux usages. Et non pas d'imposer quelque chose d'en haut, mais de partir des terrains et de demander aux différents acteurs de quoi ils ont besoin et en quoi le numérique est un vrai atout par rapport à un projet pédagogique, par rapport à la volonté commune de faire progresser nos enfants et de les préparer à un monde toujours plus incertain. Et donc ça va aussi dépendre de quel contenu numérique. Est-ce que c'est des choses très descendantes ou est-ce que c'est des choses dans lesquelles les élèves vont être mis en position d'acteurs et d'auteurs? Ce que le numérique permet, mais ce n'est pas ce qui est fait quand on est dans un mode purement de transmission d'une conférence filmée, par exemple. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a la possibilité de développer une vraie transversalité qui est très intéressante entre tous ces acteurs. Carlo, lors de la pandémie, beaucoup de cours se sont passés en ligne, certains sur des outils développés par Microsoft. Est-ce que c'est comme ça que vous approchez chez Microsoft l'éducation, avec cette notion de transversalité, de travailler au fond avec tous les acteurs possibles pour développer justement ces usages qui viendraient être très complémentaires de toutes les nécessités, de tous les besoins que peuvent connaître à la fois les parents, les professeurs et les élèves? Bien sûr. Donc Microsoft, comme dans les autres industries d'ailleurs, on est une boîte qui est une plateforme pour créer des écosystèmes, pour atteindre des personnes qui les utilisent, ces outils, pour transformer, créer, inventer ou faire de l'éducation. C'est vrai aussi donc pendant une pandémie, et ce n'est pas seulement Microsoft avec nos outils, mais c'est tous les écosystèmes nationaux. En France, il y a plein de EdTech, de start-up, de sociétés comme, on va de Klaxoon pour la créativité, à Shinan pour les bibliothèques scientifiques, Serious Factory pour l'apprentissage immersif avec du gaming. Il y a plein d'exemples. Open Classroom, Mandarin Academy. Donc tout ça, c'est les éléments constitutifs d'un patrimoine d'outils que chaque université, chaque école, chaque classe même, parce que souvent c'est du bottom-up, c'est des initiatives parfois de profs, parfois même d'élèves qui disent « et si on utilisait ça ?» Ça, c'est quelque chose de miraculeux, je trouve. Je me rappelle quand j'étais en Italie, pendant 5 ans, on a donné le prix de l'établissement, de l'enseignant et de la classe de l'année en éducation. Donc je me rappelle, j'étais là 5 ans, je me rappelle de 15 awards que nous avons donnés. À chaque fois, systématiquement, c'était le leadership d'un adulte qui laissait émerger des idées d'une classe. Effectivement, comme disait François, parfois c'était les élèves qui en savaient plus que le prof, parfois pas,
mais en fait, c'était la permission de laisser émerger des idées et d'appréhender ce petit morceau d'outils technologiques pour faire une pédagogie différente. Quel est le résultat? Plus de participation, plus de motivation, et donc une meilleure pédagogie parce que les élèves ils se rappellent beaucoup mieux et avec plus d'intérêt ce qu'ils ont discuté avec leurs profs. Donc en pandémie, on a juste eu cette démonstration à une échelle qu'on ne pouvait pas imaginer. Il y a des écoles, je pense à la Rennes Business School, le Burgundy Business School, Université Paris-Dauphine. En 2 jours, ils nous ont appelé, qu'est-ce qu'il y a à disposition, est-ce qu'on peut l'utiliser, boum, 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 c'est fait, et ils sont partis. D'autres, ça a pris quelques jours, quelques semaines, d'autres, quelques mois. Donc, ce n'est pas homogène du tout. Mais par contre, on a vu que quand on a envie de faire différemment et de s'y mettre, eh ben, résultat, ça fonctionne. Et du coup, il y a des dizaines de milliers et des millions d'étudiants qui ont pu quand même avoir une pédagogie satisfaisante, même en période de crise. Voilà, il faut juste laisser cette liberté et permettre à tout le monde d'appréhender ces outils. Ça, c'était une question d'adaptation. Monsieur Tadei nous parlait à l'instant de la difficulté et de la nécessité de développer des nouvelles pédagogies. Je voudrais que nous en parlions parce qu'effectivement, il ne s'agit pas juste de parler à la caméra pour donner cours à distance. J'en sais quelque chose, c'est surprenant au début. Il faut donc développer des nouvelles pédagogies. Monsieur Tadei, à la fois... Je ne vais pas vous demander comment on fait, la question serait très très longue, mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tous les acteurs que vous côtoyez ont compris la nécessité de changer le modèle de l'école? Je pense par exemple à faire des cours d'histoire avec Minecraft, à se balader dans des jeux vidéo comme Assassin's Creed pour voir à quoi pouvait ressembler Paris. Est-ce qu'il y a encore des réticences ou est-ce qu'on se dit au fond, ce qui compte, c'est la curiosité de l'enfant? Il y a encore des réticences, au moins dans certains endroits, mais il y a une toujours plus grande évidence que dans un monde qui change, on se doit de transmettre d'autres choses, et en particulier non seulement des savoirs, mais aussi au moins autant des savoir-être, des savoir-faire, des savoir-vivre, et une capacité à faire des choses que les générations précédentes ne faisaient pas, ou ne pouvaient pas faire. Et c'est vrai qu'à l'heure où les machines apprennent, est-ce qu'on doit apprendre les mêmes choses? Moi, j'ai été sélectionné sur ma capacité à mémoriser et calculer. Typiquement, mémoriser et calculer, les machines font ça mieux que nous. Donc, comment est-ce que l'être humain peut faire avec la machine des choses qu'il ne saurait faire ni seul, ni que la machine ne saurait faire seule? Je pense que c'est une question essentielle. Et cette question-là, on est loin d'avoir une réponse unanime, parce qu'en plus, les machines progressent tout le temps et les humains progressent tout le temps. Donc, c'est une question dynamique. Il va falloir se la poser aujourd'hui et puis se la poser encore demain et après-demain. Mais je pense que c'est une question essentielle parce que mettre nos enfants en compétition sur les savoirs d'hier, quand les savoirs d'hier sont de toute la manière dans la machine, n'a plus de sens. Ce qu'il faut, c'est leur apprendre à coopérer pour relever les défis d'aujourd'hui et co-construire le monde de demain et inventer leur métier et leur avenir commun. Donc, au fond, Monsieur Porasanta, Carlo, pardon, apprendre à coder, c'est peut-être pas ça l'important. Ce qui compte, ce qui est important, c'est de savoir comment on pourrait utiliser la machine. C'est ça peut-être un des nouveaux enjeux de l'éducation? Je pense que c'est exactement ça, parce qu'apprendre à coder, ça va intéresser une partie de ces élèves, mais comme d'autres vont aimer les lettres, d'autres vont aimer la musique, d'autres vont aimer d'autres sujets. Donc je pense qu'à l'école, on y va pour toucher un peu à tout, en fait, et pour apprendre à aimer, pour apprendre à s'intéresser. Puis chacun va choisir une filière de prédilection et va peut-être devenir codeur ou il va peut-être devenir musicien. Par contre, ce qui est important sur la technologie, c'est que la technologie aide le musicien aujourd'hui à opérer. La technologie aujourd'hui aide un fermier à opérer, un éleveur. La technologie aide une personne dans toute industrie. Donc, c'est un élément, en fait, le mettre dans les mains de l'école, de la famille, du système éducatif, ça permet juste de désacraliser un outil qu'on ne rencontre pas au travail. On le rencontre avant, on se familiarise, du coup on l'utilise même mieux. On disait tout à l'heure, vous disiez Alexandre, c'est peut-être, certains disent, il y a trop de réseaux sociaux, trop d'outils numériques dans les mains des enfants, etc. Et bien en fait, si on les explique ces outils, ils vont les utiliser avec plus de morale, plus de compréhension de ce que c'est, donc ils vont l'utiliser mieux. Donc peut-être ils vont même prendre un peu plus de recul. Donc c'est pour ça que faire atterrir
le numérique à l'école, c'est vraiment expliquer un petit peu de quoi le futur sera fait peut-être et leur dire construisez-le dès maintenant et le numérique il va participer à votre vie pendant toute votre vie. Mais on est bien d'accord que le principe de l'école, et je la pense vraiment de la petite enfance jusqu'à l'université, ce n'est pas de créer des opérateurs de machines. C'est bien de développer des personnes qui peuvent elles-mêmes avoir un esprit critique. Et j'ai en tête, lorsque je vous dis ça, ce que nous disait Madame Dufour, et que nous avons reçu ici même sur ce plateau, pour parler d'éthique. Elle citait Alain Damasio, elle disait « Il ne faut pas croire qu'on gagne en puissance ce que l'on perd en pouvoir ». C'est-à-dire, est-ce qu'on doit juste former les gens à utiliser ces outils numériques ou est-ce qu'il sera quand même toujours utile d'apprendre à se servir du papier de sa main? C'est-à-dire, quel est le juste milieu, le juste équilibre dans cet usage entre numérique et développement des savoirs et des savoirs critiques, Monsieur Tadei, par exemple? Je pense que l'esprit critique a toujours été nécessaire, mais qu'il l'est encore plus à l'heure des fake news et de deepfake et tout un tas de choses qui sont en train de se produire. Je pense que cet esprit critique, il s'acquiert en se confrontant à des réalités, des informations de qualité hétérogène. Mais il s'acquiert aussi en co-construisant des outils. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être simplement un utilisateur passif d'outils. Mais si on apprend à coder, si on apprend dans des logiques d'open source, on peut contribuer au code et à ce moment-là, la machine n'est plus une boîte noire. C'est quelque chose qu'on peut ouvrir et comprendre et améliorer. De même que son propre cerveau, on a besoin de le comprendre pour améliorer notre mode de fonctionnement. Et donc, on a besoin de comprendre qu'on est dans un monde toujours plus complexe, qui évolue toujours plus vite, dans lequel on a besoin d'avoir appris à apprendre et avoir appris à ne pas se faire manipuler, que ce soit par une machine ou par des êtres humains ou par des humains qui utilisent des machines ou des machines qui utilisent des êtres humains. Ce qui est en train de se produire. Ça s'est toujours produit par certains côtés. L'esprit critique, on a toujours eu besoin. Si vous vouliez lutter contre le nazisme, vous aviez évidemment besoin d'esprit critique. Et c'était vrai déjà contre les sophistes du temps de Socrate. Donc ça a toujours été vrai. Mais je pense que c'est encore plus vrai parce que, quelque part, la réalité à l'heure des fake news, cette capacité à distinguer le vraisemblable de ce qui ne l'est pas, cette capacité à développer cet esprit critique me paraît toujours plus essentielle. C'est une raison, selon vous, Carlo, pour sensibiliser les élèves, peut-être pas les plus jeunes, mais en tout cas les collégiens notamment, justement à ces outils pour qu'ils ne les découvrent pas tout seuls dans leur coin? Alors, permettez-moi de faire un saut en arrière de 46 ans, parce que moi je pense que le sens critique, ça peut commencer à 6 ans, même avant peut-être. J'étais à Rome, et j'ai eu la chance d'avoir une maestre, donc une prof qui s'appelle Maria Marangel. D'ailleurs, j'ai fait un post LinkedIn il y a quelques semaines sur le sujet. Cette prof nous a fait faire des choses à l'époque qui étaient révolutionnaires. Pas du tout dans le programme. François, vous allez aimer ça. Et donc, en fait, elle organisait des moments, pas tous les jours, mais de temps en temps, on faisait quelque chose qui n'était pas au programme. Par exemple, elle nous a amenés en visite dans un supermarché pour qu'on prenne conscience de qu'est-ce que c'est que les opérations dans un supermarché. Première règle, aujourd'hui, ce matin, vous pouvez toucher tous les objets. Parce qu'aux enfants, on dit touche pas, touche pas, touche pas. Et on ne sait pas pourquoi. Et donc, elle s'était mise d'accord, bien sûr, avec enfin ça on l'a su après, quand on était grand. Mais... Donc, on a pu toucher les rayons du supermarché. Et puis, nous avons fait un débat pour comprendre qu'est-ce qu'on avait fait. Et on a nous-mêmes compris pourquoi cacher des objets, ça ne permettait pas aux gens de les trouver, etc., etc. Je ne suis jamais allé dans un supermarché en ayant oublié ce que j'avais appris ce jour-là. On avait 7 ans et nous a fait faire le journal de l'école. Donc on était journalistes de nous-mêmes. On était la seule classe qui faisait ça. Donc cet orgueil d'être quelque chose de différent, moi je l'ai appris à 7 ans. Donc il n'y a pas un âge. L'outil numérique, mon propos, ce n'est pas de dire maintenant il faut mettre des outils numériques partout, comme ça tout le monde va devenir informaticien. Ce n'est pas ça. C'est comme l'outil numérique fait partie de la vie de tout le monde, il faut que l'outil numérique arrive à l'école comme un des éléments, comme on regarde le supermarché, le journal, l'ordinateur, le smartphone. C'est tout, c'est un outil. Il faut donner un sens critique et l'utiliser pour ce que c'est et pour nous préparer à comment on va l'utiliser après. Voilà. Et il n'y a pas d'âge. Je vous dis, on peut commencer à 6, 7 ans, peut-être même avant,
à regarder comment ils utilisent. Enfin, je ferai aussi l'exemple de Minecraft. Je ne dis pas qu'il faut utiliser Minecraft tous les jours, mais Minecraft utilisé dans une classe, ça permet à des enfants, même très jeunes, de sauter de joie pour dire aujourd'hui le chapitre d'histoire on le fait avec Minecraft. C'est-à-dire qu'on l'a préparé 3 jours avant chacun avec des petits groupes et on arrive et on montre un chapitre avec des reines, des rois, des soldats, des villes, etc., etc. Et on construit un chapitre d'histoire ensemble sur un ordinateur. Et bien ça, c'est win-win-win. Les enfants, ils se rappellent de ce chapitre d'histoire toute leur vie, beaucoup plus qu'un chapitre traditionnel. Ils ont touché quand même à Minecraft, qui est un outil pour construire en collectif. Et donc, ils ont peut-être appris, certains d'eux, qu'est-ce que ça veut dire le codage. Donc, peut-être on a développé des vocations pour demain. Voilà. Mais pas tous les jours, une fois de temps en temps. Ça change la façon de faire et ça reste dans la mémoire des jeunes. Vous parliez à l'instant de Minecraft, qui est donc un jeu en ligne. Vous parliez tout à l'heure aussi de très nombreuses EdTech. Comment est-ce qu'on trouve le bon acteur? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on trouve le juste partenaire pour développer toutes ces nouvelles potentialités? Monsieur Tadei, vous êtes en contact avec énormément de ces jeunes entrepreneurs, de ces jeunes solutions qui proposent à chaque fois un grand éventail de possibilités pour les élèves. Comment est-ce qu'on pourrait s'y retrouver quand on est enseignant au hasard, ou parent, ou même l'éducation nationale? Je pense qu'on a besoin d'une capacité à s'orienter face à l'inconnu et à un connu qui évolue toujours plus vite. Et je pense que c'est vrai vis-à-vis de la technologie, mais c'est vrai aussi vis-à-vis de la connaissance. Si vous cherchez une ressource EdTech, c'est une question, mais si vous cherchez une ressource face à la pandémie, c'est une autre question qui est quasiment la même. Et aujourd'hui, vous avez des moteurs de recherche, mais vous n'avez pas de GPS de la connaissance. C'est-à-dire un outil qui vous aide à savoir ce que vous savez déjà, mais aussi tout ce que vous ne savez pas. Et puis à visualiser l'ensemble des possibles et à vous orienter dans cet ensemble des possibles, d'avoir éventuellement des recommandations. Parce que si vous avez un GPS dans le monde physique, vous pouvez avoir des recommandations sur comment est-ce que vous allez de là où vous êtes à là où vous souhaitez aller. Il y a différents transports en commun, des transports de différentes natures et des services de différentes natures qui vous sont offerts. Aujourd'hui, si vous voulez aller de ce que vous savez à ce que vous ne savez pas encore, mais que vous devriez savoir pour réaliser un projet, qu'il soit personnel, professionnel ou éducatif, vous n'avez pas aujourd'hui accès à ça. Donc nous, une des choses qu'on est en train d'essayer de développer, c'est une intelligence artificielle qui, ayant lu tout Wikipédia, connaît l'intégralité des connaissances et est capable de cartographier l'ensemble des connaissances que vous avez acquises et également l'ensemble de celles que vous pourriez acquérir si vous le souhaitiez et de vous les donner à voir et de vous montrer les ressources, mais aussi les lieux, les personnes qui vont pouvoir vous aider à progresser dans votre chemin de vie personnel, votre chemin d'apprentissage. Dans toutes les personnes que l'on pourrait rencontrer justement pour se développer, évidemment, il y a parfois, en France en tout cas, une certaine réticence à aller vers des très grandes entreprises, a fortiori des multinationales. Carlo, lorsque vous parlez des éventuelles solutions d'éducation de Microsoft, car Microsoft a des solutions dédiées au monde de l'éducation, comment est-ce que vous êtes reçu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore une vraie réticence et comment est-ce que vous l'expliquez? Il y a les deux faces de la médaille, je dirais. Il y a des passionnés qui viennent vers nous avec une énergie de folie et qui disent voilà ce que j'ai fait, voilà, j'ai créé des communautés, je discute avec des collègues, nous avons fait ça avec des élèves avec une passion inouïe. Et puis effectivement, il y a une autre partie qui a un peu de crainte parce que oui, l'entreprise américaine, est-ce que c'est justement l'outil à utiliser ou pas? Moi, je pense qu'il faut démystifier ça. Donc ce que je recommanderais en fait, c'est de dire construisons un catalogue d'opportunités. Il y a des boîtes américaines, il y a des boîtes européennes, il y a des entreprises françaises. Construisons un catalogue, expliquons effectivement, je reviens à ce que disait François, il faut donner aussi la formation aux formateurs, c'est-à-dire qu'il faut démystifier et expliquer. Donc avec cet outil, on peut faire ça, ça et ça. Créer des communautés d'utilisation. Les profs, d'ailleurs, ceux qui utilisent un outil, ils peuvent très bien faire des petites vidéos pour expliquer à d'autres comment ils l'ont utilisé. Ça ne coûte pas grand-chose.
on le met quelque part et un professeur peut apprendre à un autre professeur comment il a utilisé un outil avec une classe. Il y a la possibilité aussi, avec Minecraft par exemple, avec plein d'autres outils, si j'ai développé une méthodologie sur un chapitre d'histoire avec Minecraft, d'autres professeurs en communauté peuvent l'utiliser aussi. Si c'est vrai pour Minecraft, c'est vrai pour plein d'outils aussi de EdTech française. Donc, catalogue, qualification, opportunité décrite et expliquée, tutoriel fait en bottom-up et communauté d'intérêt pour pouvoir partager tout ça. Et c'est d'ailleurs une façon d'apprendre de ceux qui vont apprendre aux jeunes comment apprendre. Donc, là aussi, c'est win-win-win. Et pour ajouter là-dessus, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et je pense qu'il faut des évaluations multi-acteurs. Donc, qu'est-ce qu'en pensent les enseignants? Qu'est-ce qu'en pensent les élèves? Qu'est-ce qu'en pensent les spécialistes du logiciel? Qu'est-ce qu'en pensent les chercheurs? Qu'est-ce qu'en pense l'ensemble des acteurs? Et si vous avez quelque chose qui a autant d'étoiles que d'acteurs, parce que tout le monde considère que c'est vraiment ça qu'il faut, ben, ça émergera fondamentalement, spontanément, dans des logiques d'auto-organisation telles que celles que Carlos décrit. Alors nous aussi, nous avons plusieurs acteurs ici qui ne sont pas tous physiquement avec nous, mais nous impliquons le public dans cette émission pour que ce dialogue, eh bien justement, puisse toucher tout le monde. C'est le moment de la séquence No Filter. La promesse en est simple, nous allons répondre sans tabou à toutes les questions qui vous ont été posées. Je vais me faire la voix du public et Yvan pose une question qui revient beaucoup dans vos démarches et que j'imagine, Monsieur Tadei, vous entendez énormément. C'est celle du rôle des professeurs dans cette nouvelle transmission des savoirs. Yvan demande à quoi devra ressembler le prof de demain. Ben, je pense qu'il n'est plus le détenteur unique du savoir. Ça, c'est le modèle 19e siècle est clairement dépassé. Par contre, il a des compétences que les jeunes n'ont pas forcément. Typiquement, cet esprit critique, cette capacité à savoir ce qu'il sait, à savoir ce qu'il ne sait pas, à savoir où est-ce qu'on peut trouver de l'information, où est-ce qu'on peut trouver de la connaissance, comment est-ce qu'on peut vérifier un certain nombre de sources, est-ce que c'est cohérent intellectuellement, est-ce que c'est éthique. Donc il y a tout un tas de choses que l'enseignant va pouvoir transmettre et il va pouvoir organiser l'écosystème d'apprentissage dans lequel les élèves vont pouvoir apprendre et apprendre à apprendre. C'est-à-dire apprendre à travailler même quand l'enseignant ne sera plus là. Parce que l'enseignant est là, et fort heureusement, pendant une partie de la vie de l'élève, mais très vite, et déjà le soir en rentrant chez lui, mais fondamentalement plus tard dans la vie, ce futur citoyen va être livré à lui-même. Donc comment est-ce qu'on lui donne les clés ? Et je pense que ça, c'est absolument essentiel. Et l'enseignant a ce beau rôle qui est également de s'assurer de l'égalité des chances, de s'assurer qu'on travaille tous ensemble, que l'on bâtit un collectif, que l'on bâtit une citoyenneté, que l'on bâtit un vivre ensemble à la fois local, national et aujourd'hui planétaire. Comment est-ce qu'on invente la citoyenneté à l'échelle globale, puisqu'après l'avoir inventé comme les Grecs l'avaient fait à l'échelle locale ou l'avoir fait comme les Lumières l'ont fait à l'échelle nationale, on a besoin d'amener les jeunes qui sont naturellement intéressés par ces sujets. Ils voient bien le changement climatique, ils voient bien un certain nombre de crises, et on a besoin de leur offrir un contexte sécurisant où, en confiance, ils vont pouvoir explorer les possibles et se poser des questions. Mais avoir un lieu dans lequel ils peuvent trouver des ressources de qualité et avoir une personne référente qui va les aider à grandir, qui va les aider à se développer, qui va les aider à se construire en tant qu'individu et en tant que citoyen, je pense que c'est essentiel. Alors, pour cela, il faut des outils aussi assez spécifiques. Et nous avons une question de Nicolas sur justement ces outils-là. Nicolas nous dit « Le numérique nécessite un terminal qui représente, pour réellement s'ouvrir au numérique dans son ensemble, un ticket d'entrée souvent élevé pour beaucoup de familles. Comment garantir une pluralité de logiciels pour l'éducation au numérique? Pourquoi les logiciels libres sont-ils si peu présents dans l'accès au numérique à l'école » Carlo, je pense que cette question est pour vous. Comment est-ce qu'on peut garantir une pluralité de logiciels pour l'éducation au numérique? J'ai répondu, je pense, un tout petit peu avant en disant qu'il faut effectivement un catalogue de différentes opportunités. On ne peut pas aller avec... on est en train d'essayer de démystifier le monolithe et on ne va pas aller dans une autre approche monolithique. Donc oui, accès à plusieurs solutions. Un petit bémol peut-être sur la question, parce qu'on a l'impression de dire que s'il n'y a pas un ordinateur pour chaque élève, c'est un problème d'accessibilité. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que j'ai vu beaucoup de classes
faire des choses exceptionnelles, peut-être avec 4 ordinateurs ou 5, on n'a pas besoin de 25 pour un pour chacun des élèves. Parce qu'en fait, la façon d'organiser le travail, tu peux très bien faire un moment avec un ordinateur, un moment de débat avec la classe. Donc, ce n'est pas des moyens infinis qui sont nécessaires pour garantir l'accessibilité. Alors après, si un État décide de donner une tablette ou un ordinateur à chaque élève, ok, super, il y a des États qui l'ont fait d'ailleurs. Mais ce n'est pas indispensable. Donc, avoir un peu d'infrastructure, oui, c'est nécessaire. Et avoir sur l'infrastructure le catalogue des bons services avec une pluralité de solutions, c'est absolument indispensable aussi. Nous avons une dernière question. Je vais juste répondre sur Oui, l'open je vous en source, prie, bien parce que sûr. Je pense que c'est le cœur de la question de votre internaute. Et je pense que l'open source est effectivement insuffisamment développé en France. Il y a des pays dans lesquels c'est une politique publique de dire on se doit d'utiliser des outils open source. Et pour le coup, on y met des moyens publics et on y met tout un tas d'énergie de citoyens, de codeurs français ou internationaux. Donc ça, je pense que c'est un point très important. Il y a un deuxième point très important, c'est que quand on a des contenus open source, qui peuvent être Open Education Resource ou des codes, donc du texte ou enfin du digital et des contenus et des algorithmes, je pense que c'est essentiel parce qu'on peut les adapter à l'ensemble des publics. Si vous avez un enfant qui a une difficulté d'apprentissage, qu'elle soit d'origine génétique ou culturelle, peu importe, il y a des outils qui vont être plus adaptés que d'autres aux difficultés de cet enfant. Ces outils, s'ils sont open source, vous pouvez les réadapter d'un enfant à l'autre, d'une pathologie à l'autre, et avec des contenus qui ont été produits pour un type d'enfant, vous allez pouvoir les spécifier, les adapter à un autre type d'enfant. Et ça, je pense que c'est absolument essentiel. Donc c'est pour moi l'une des raisons fondamentales, éthiques, pour la réussite de tous. Il faut non seulement des logiciels open source, mais aussi des contenus qui sont accessibles et que les enseignants ou les parents ou même les enfants vont pouvoir faire évoluer. Alors, justement, sur les effets que peuvent avoir sur les enfants toutes ces technologies, Mathilde a une question. Elle demande quelle réflexion et ou quelle action avez-vous sur les effets de l'exposition aux écrans des enfants, surtout jeunes. Elle parle notamment des enjeux de capacité de concentration. C'est-à-dire que j'imagine que tout ça, c'est une question d'équilibre encore. Carlo? Oui, c'est une question d'équilibre et effectivement, parents et enseignants, je pense qu'il y a une nécessité de cadrer l'utilisation parce que souvent le fait de dire tiens, je donne un smartphone ou une tablette, comme ça je suis tranquille pendant quelques heures, c'est peut-être une bonne solution pour quelques heures, ce n'est pas forcément une bonne solution pour quelques années. Et donc, dès le plus jeune âge, il faut expliquer ce que c'est, les avantages que cela apporte, les désavantages aussi. Je reviens sur le concept de sens critique qu'on discutait tout à l'heure. Et donc, ouais, il faut mettre les outils numériques dans le contexte. C'est une responsabilité de parents et enseignants. Parce que sinon, l'utilisation pendant trop d'heures sur des dispositifs de gaming ou smartphone ou tablette, en fait, ça peut créer des problématiques d'accessibilité à la vie autre que numérique, c'est-à-dire la vie de tous les jours normale. François, est-ce que justement il y a des conseils, des méthodes que vous développez auprès des parents sur ces questions-là? Alors déjà, l'Académie de médecine a fait un certain nombre de recommandations avec des idées 3, 6, 9. Donc à 3 ans, avant, il vaut mieux pas avoir d'écran. À partir de 3 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? À partir de 6 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? À partir de 9 ans, etc. Et donc je pense que c'est extrêmement important de faire de la recherche sur ces sujets. Et puis en plus, il y a numérique et il y a écran. On a tendance à penser que les deux sont la même chose, mais il peut y avoir du numérique sans écran. Par exemple, on peut avoir des capteurs de mouvement qui peuvent déclencher tout un tas de phénomènes qui ne sont pas forcément liés à des écrans suivant les âges. Donc je pense qu'il est très important de se poser ces questions de manière très ouverte, très humble, de dire oui, on met des choses très nouvelles, donc il va falloir évaluer leur impact. Si on met un médicament nouveau sur le marché, un vaccin nouveau sur le marché, on fait des études d'impact. Je pense qu'il faudrait faire la même chose de manière beaucoup plus systématique quand on utilise des technologies qui sont très puissantes et qui, pour certaines, influencent directement notre cerveau et son développement. Il y a effectivement des risques d'addiction, par exemple. Il y a des risques qui sont avérés, que les médecins découvrent souvent trop tard. Donc je pense qu'on a besoin de recherches beaucoup plus efficaces, des recherches y compris de santé publique, mais certainement des recherches publiques et indépendantes. Et donc ça suppose de financer
ces recherches pour s'assurer qu'effectivement, on offre à nos enfants quelque chose qui les aide réellement à progresser et qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Vous parliez à l'instant d'études d'impact. Nous avons la nôtre. Elle s'appelle Historique anecdotique. C'est notre prochaine séquence. Je vais vous présenter des actualités. Vous allez me dire s'il y a là un vrai mouvement qui pourrait marquer notre époque ou si, franchement, on s'en tape comme du prix des pintes après un an sans terrasse. Première information, France Inter enrichit son dispositif d'éducation aux médias qui a été créé en 2015 avec le lancement de la plateforme numérique Interclassup qui met à disposition des enseignants des ressources pédagogiques pour initier des programmes d'éducation à l'information. Est-ce que c'est absolument vital ou est-ce que c'est un petit, j'ose même pas dire gadget, mais c'est juste une bonne action qui n'aura pas beaucoup d'impact? Carlo, à votre avis? C'est une petite action, mais les grandes actions sont faites d'une somme de petites actions. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Le fait, je parlais tout à l'heure de créer un mouvement bottom-up et des communautés pour pouvoir absorber ces nouvelles méthodes. Donc toute initiative qui va dans ce sens, je pense que ça va dans la bonne direction. François, est-ce que ça fait partie justement de ces nouvelles pédagogies, de ces nouvelles coalitions qu'il faut pouvoir mettre en place désormais pour justement à la fois développer l'esprit critique et préparer les jeunes enfants et les enfants eux-mêmes à ce monde si changeant qu'ils vont connaître? Oui, je pense qu'une des grandes forces du numérique, c'est de décloisonner la classe et de se mettre en contact avec un univers très ouvert. Et donc cet univers contient des contenus très hétérogènes, donc il faut développer l'esprit critique par rapport à ça, mais cet univers contient aussi des lieux de référence. France Inter, par exemple, est dans le paysage public français un lieu de référence en termes de qualité de l'information. Le fait que ces journalistes s'engagent et mettent au service du grand public, des élèves, de leurs enseignants, des dispositifs qui vont aider tout le monde à progresser pour être moins influencés par les fake news, c'est très important. La question, c'est comment est-ce que ce genre de projet passe à l'échelle? Est-ce que France Inter, l'Éducation nationale et un certain nombre d'acteurs peuvent faire des coalitions qui vont permettre que ce genre de dispositif ne soit pas l'apanage de quelques-uns qui auront eu la chance qu'un journaliste de France Inter vienne dans leur classe, mais soit vraiment un dispositif qui puisse être mis à la disposition de tous. Et effectivement, une des bonnes manières, comme le fait Interclasse, de comprendre l'information, c'est d'être invité à co-construire l'information, à être un petit journaliste. Et ça pouvait se faire déjà il y a 50 ans, mais ça peut se faire aujourd'hui avec d'autres outils et d'autres contextes. Alors, nous restons sur la question des outils avec cette nouvelle information. Le 3 mai dernier, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, a annoncé le lancement de 49 campus connectés supplémentaires, des tiers-lieux qui permettent aux étudiants d'avoir accès à des formations à distance. À la rentrée prochaine, il existera donc 89 campus connectés, auxquels s'ajouteront une cinquantaine de campus portés par le Conservatoire national des arts et métiers. Les campus connectés, historiques ou anecdotiques? Si j'ai bien compris le concept, c'est-à-dire donner accès dans un lieu physique à un endroit digital, c'est super important. Donc je pense que c'est historique et pas anecdotique. Ça matérialise la promesse d'accessibilité. Donc je disais tout à l'heure, il ne faut pas une infrastructure, pas forcément un ordinateur pour chacun, mais par contre l'accès à l'ordinateur pour chacun, ça oui. Et donc aller construire ces infrastructures pour que les jeunes puissent utiliser des ordinateurs pour accéder au monde numérique, c'est essentiel, ouais, très important. Je rajouterais un point, c'est que si le numérique pouvait remplacer la vie étudiante, ça se saurait. D'accord. Typiquement, le nombre de dépressions et les difficultés étudiantes sont en progression effrayante. Et donc, si ces lieux qui ont le mérite d'exister, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils existent, ne sont pas accompagnés d'un environnement social et d'une capacité à se structurer. Parce qu'un étudiant, ce n'est pas seulement quelqu'un qui prend des cours. C'est quelqu'un qui est dans une espèce de quête personnelle où il sort de l'enfance, il va rentrer un jour dans la vie professionnelle et entre-temps, il a un moment de socialisation, d'acculturation, de transformation extrêmement important. Donc si ces lieux ne sont pas des lieux de vie, des lieux de co-construction, des lieux d'événements, des lieux de partage, de sociabilité, alors on passe à côté de quelque chose d'essentiel. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, les campus universitaires doivent se réinventer et c'est ça leur valeur ajoutée.
D'accord ? Il faut s'interroger en tant qu'université, en tant qu'établissement scolaire ou autre, à se demander quelle est notre valeur ajoutée par rapport à suivre un cours sur un écran. Eh bien, c'est ce contact humain. Et ce contact humain, on est des êtres très complexes et le numérique simplifie la relation, y compris la relation d'apprentissage. Mais il y a une bonne partie qui passe uniquement par l'interaction humaine. Et donc, il faut arriver à trouver une manière, dans ces nouveaux lieux par exemple, de co-créer un collectif et pour permettre à chacun de s'impliquer et de se découvrir soi-même. Effectivement, toucher à l'éducation, c'est évidemment se poser des questions politiques majeures. On va créer une société, notamment par l'éducation. C'est donc, du coup, eh bien, l'objet de ma dernière question. Du 17 au 19 mai dernier a eu lieu la conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation au développement durable, durant laquelle ont été réaffirmés les engagements pour l'EDD pour 2030, le nouveau cadre mondial pour l'éducation au développement durable de cette nouvelle décennie qui vise à lutter contre les pratiques environnementales, sociales et économiques non durables et à aider à transformer la société par l'éducation. Vœu pieux, important, mais peut-être pas très efficace ou au contraire, vrai axe de transformation de nos sociétés? Le développement durable, on l'a vu, c'est... j'allais dire 10 dernières années, mais c'est encore plus fort, ces 2 dernières années, est devenu un sujet incroyablement visible. Enfin, on regarde la télévision, on parle beaucoup de ça, on regarde les publicités maintenant et toutes les entreprises ont compris apparemment. Donc le fait de le faire devenir un sujet universel et de le porter à l'attention du système éducatif, je pense que c'est important. Les jeunes, ils ont déjà cette sensibilité innée, je dirais, parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles que ma génération ou d'autres générations au sujet. Mais je pense que le fait de donner la base scientifique pour comprendre de quoi on parle, c'est très important. Parce que les usages d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans vont déterminer si cet impact climatique, on arrive à le maîtriser ou pas. Donc donner les bases de connaissances, non seulement pour avoir cette passion pour le sujet, mais pour décliner la passion en action, c'est très important. Monsieur Tadei, j'imagine que là aussi sur cette question, vous travaillez beaucoup. La question, c'est évidemment pas est-ce qu'on fait des plans, c'est comment est-ce qu'on emploie ce levier pour amener des transformations sociales durables. Comment fait-on? Je pense que c'est une question essentielle. Je pense que par défaut, on va dans le mur. Et donc, on a besoin d'inventer autre chose. Et ça passe par une pédagogie qui est une pédagogie des défis, en fait. Donc, l'école a été mise au défi de la crise du Covid. Mais elle doit devenir une école des défis. Une école où, face à une crise, on apprend quels sont les dangers, quelles sont les opportunités et quelles sont les meilleures manières individuellement et collectivement de s'organiser pour faire face à ces dangers et pour saisir ces opportunités. Et donc, le développement durable, c'est 17 dimensions pour l'ONU. Le climat, c'est une des 17, mais il y a les questions de genre qui sont cruciales dans nos sociétés. Il y a les questions de pauvreté, d'inégalité, les questions d'éducation, de santé, de biodiversité, d'emploi, etc. Et l'ensemble de ces questions sont connectées les unes aux autres. La crise climatique va créer des crises géopolitiques qui vont impacter la santé, l'éducation, la paix, les migrations, etc. Donc on voit bien qu'on a besoin de comprendre la complexité du monde. Aujourd'hui, nos pédagogies sont des pédagogies très réductionnistes dans lesquelles on apprend un sujet après l'autre. On n'est pas invité à voir les connexions. On n'est pas invité à devenir un acteur du monde qui se construit. Et donc je pense qu'il faut repenser l'ensemble de ces pédagogies pour passer de cette logique de compétition où on est en compétition avec l'autre. Éventuellement, on apprend à marcher sur l'autre. Et on se néglige soi-même, on néglige ses besoins, on néglige les besoins de l'autre, on néglige les besoins de l'environnement, parce qu'on s'exploite soi-même, on exploite les autres et on exploite l'environnement. Il faut passer de cette logique d'exploitation et de compétition à une logique de coopération et une logique dans laquelle on apprend à prendre soin de soi, on apprend à prendre soin des autres, on apprend à prendre soin de la planète. Et on apprend à coopérer pour faire ça de manière harmonieuse et collective. Et ça, c'est vraiment un enjeu de transformation sociétale qui passe par un enjeu de transformation pédagogique. Et cette école, elle doit aider les jeunes à relever ces défis. Vous parliez à l'instant de coopération, ça tombe bien, c'est le moment pour vous de vous adresser directement à notre public, c'est le moment des plaidoiries. Vous aviez au tout début de cette émission 2 minutes pour répondre le plus honnêtement possible à la question. Je vais à présent vous donner la même durée pour vous adresser directement à celles et ceux qui nous écoutent.
pour dire ce qui dépend de nous, ce qu'ils et elles peuvent faire. La question reste la même. Monsieur Tadei, le numérique peut-il accomplir la promesse d'une école pour tous et comment faire? Je pense qu'il faut créer du collectif pour relever ces défis. Il faut quelque part passer d'une logique de on attend que Superman ou la technologie ou le ministre nous amène les solutions à une logique où on est des acteurs et des auteurs d'un monde que l'on souhaite voir. Quelque part, on peut devenir comme John Lennon. Il disait « I may be a dreamer, but I'm not the only one ». Et donc, si vous rêvez d'un monde meilleur, sachez que vous n'êtes pas les seuls et sachez que si vous vous associez à d'autres rêveurs, vous avez la possibilité de co-construire quelque chose qui fera la différence. Si vous croyez que c'est une illusion, sachez que dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours des petits groupes d'êtres humains motivés qui ont contribué aux vraies transformations parce qu'ils ont su progressivement convaincre toujours plus d'acteurs. Donc, comment est-ce qu'on passe d'un rêve individuel à une capacité collective à co-construire? Je pense qu'on peut commencer à écrire ce que moi j'ai tendance à appeler des « et si nous ». Donc « et », ça suppose de partir de l'existant, « si », ça suppose de se donner les bonnes conditions, et « nous », c'est l'idée de créer un collectif. Et donc ce qu'on pourrait inviter chaque personne qui nous écoute aujourd'hui à faire, c'est à écrire son propre « et si nous » et à voir s'il y a d'autres gens qui partagent les mêmes « et si nous ». Et à ce moment-là, le GPS des connaissances dont je parlais tout à l'heure peut devenir même un GPS des rêves dans lequel vous allez pouvoir trouver des gens qui, partageant les mêmes rêves que vous, peuvent avoir envie de co-construire ensemble des choses qui vont pouvoir transformer au moins votre vie personnelle et idéalement intégrer toujours plus d'acteurs dans des mouvements pour essayer de co-construire quelque chose qui soit un avenir souhaitable et durable pour nous, pour les générations qui viennent et puis pour l'ensemble de celles qui suivront. Carlo, même question, 2 minutes. Le numérique peut-il accomplir la promesse d'une école pour tous et donc comment faire? D'abord, la citation de John Lennon me démontre qu'avec François, on a plein de choses en commun, de références en commun. Écoutez, moi j'aurais envie de dire la chose suivante. La pandémie que nous venons de vivre a été un moment difficile et en même temps un moment pour la planète de comprendre qu'il y a des choses qu'on peut faire tous ensemble pour résoudre des équations compliquées. Pas facile du tout, hein. Mais pour la première fois dans l'histoire, nous avons eu une crise mondiale qui a touché tous les pays, plus ou moins de la même façon, même si les pays n'ont pas réagi de la même façon. On a pu apprendre les uns des autres, on a pu partager nos expériences et s'améliorer parce qu'on voyait comment les autres faisaient. Donc c'est un espèce de test à échelle universelle de comment les systèmes que nous avons construits sont solides ou pas, sont capables de se remettre en discussion ou pas, sont capables de passer à l'échelle ou pas, et sont capables de résoudre des problèmes de tous les jours. Est-ce que c'est une démonstration de réussite totale? Je dirais que non. Mais est-ce que c'est une démonstration de capacité de l'humain à se remettre en discussion et à avancer? Je pense que oui quand même, parce que par exemple, les vaccins à une telle vitesse, personne n'imaginait qu'on pouvait avoir des vaccins à une telle vitesse il y a juste quelques années. Les réactions logistiques ont été aussi assez phénoménales, même si pas homogènes partout dans le monde. Et si ce test devenait effectivement une nouvelle envie de construire, comme François l'a très bien dit, le monde de demain tous ensemble. Donc l'éducation, en fait, l'opportunité, c'est celle-là. C'est de donner à tous les jeunes cette envie, cette curiosité de comprendre, d'apprendre, de participer, d'être partie d'un système pour changer le système. Moi, c'est ce que j'ai appris quand j'avais 6 ans, c'est ce que je souhaite à tous les jeunes, d'avoir ces enseignants illuminés qui nous permettent de regarder le futur avec de l'optimisme, de l'envie, de la curiosité et de la collectivité. C'est-à-dire que c'est ensemble que nous allons résoudre les grandes équations de demain. Nous avons effectivement peut-être tous et toutes connu un ou une professeure qui à un moment a vraiment changé notre vie. Moi, c'était Monsieur Tillet, mon professeur d'histoire au lycée, que je salue peut-être. C'est là-dessus que nous allons conclure cette émission Sans Tabou. Si elle vous a donné à réfléchir, si elle vous a donné envie d'apprendre ou même d'allumer votre GPS des savoirs, n'hésitez pas à la partager. Vous pourrez la retrouver en replay sur le site Ambition de Microsoft, ambition au pluriel.fr dans la rubrique Nos engagements. Je vous donne rendez-vous le 23 juin pour nous parler sans tabou
mais je ne sais pas encore très bien de quoi. Restez donc connectés, nous vous en dirons plus très bientôt. D'ici là, évidemment, prenez soin de vous, éveillez-vous, éduquons-nous. À très bientôt.